ce soir, donc, on parle économie avec Anne Isla. Alors, Anne, on la connaît bien à Saint-Gaudens, puisqu'elle est déjà venue 2 fois. Elle était venue le 14 décembre 2019, donc là, ça fait déjà 26 ans. Hein. Et elle était avec Gilles Raveau, qui est un autre brillant économiste hétérodoxe, mais qui est parisien, donc on a le moins souvent le plaisir de le voir. Et le titre de la conférence, c'était « Pas d'alternative au libéralisme, point d'interrogation, allons donc, point d'exclamation ». Tout un programme. Et le 11 décembre 2021, donc c'était il y a 4 ans, 3 ans, 3 ans, oui, 3 ans. Donc Anne était venue, cette fois-là toute seule, pour nous parler de la propriété des entreprises et propriété intellectuelle. Alors, c'était un chapitre de son livre « Histoire des faits et des idées économiques », donc qui était en vente à l'entrée. Alors, je ne sais pas s'il en reste. Il en reste 2, donc éventuellement, si à la fin de la soirée, si ça vous intéresse, il en reste 2 et c'est 25 €. Voilà. Donc, Anisla, ce soir, nous parle de la dette. Alors, Anisla, elle est professeure des universités en économie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. HDR, c'est-à-dire habilité à diriger la recherche. Ah, c'est bien, je commence à m'y connaître dans mes sigles. Elle est chercheure au LEREPS, alors là, il faut que je le lise parce que c'est compliqué, Laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Donc, elle a écrit ce livre, Histoire des faits et des idées économiques, et elle vient de sortir en anglais et édité en Angleterre, un livre qui s'appelle Economics as Rhetoric, l'accent, The Thoughts of Bernard Maris. Donc, c'est un bouquin qui retrace la vie et l'œuvre de Bernard Maris, dont Anne a été une proche collaboratrice et amie du temps où il était à l'université de Toulouse. Voilà, donc c'est un livre qui existe uniquement en anglais pour l'instant, et donc qui est en cours de traduction, et dans lequel il y a un paragraphe qui a été en fait qui est la transcription d'une conférence que Bernard Maris avait faite à Toulouse dans les années au début des années 2000, je crois, ou 1996. au GRAP Toulouse. Hein. Oui. Voilà. Donc, alors celui-là, on ne vous le propose pas à la vente parce qu'il coûte combien? 160 160 €. Hein. Mais enfin, C'est les éditeurs anglais. Ça prouve que les Anglais apprécient les choses à leur juste valeur. Enfin, je sais pas s'ils en vendent beaucoup à ce prix-là. Voilà. Alors donc, Mais il va sortir en français. voilà. Donc il va sortir en français. Donc ce soir, on va parler de la dette. Je n'en dirai pas plus. Je laisse Anne traiter le sujet, ce qui nous concerne tous quand même. Hein. Voilà. Oui. J'ai choisi un titre légèrement différent qui me semblait retracer un tout petit peu mieux ce que j'avais envie de dire ce soir. Donc, à quoi sert la dette publique? Je vais essayer de ne pas donner trop de chiffres. Je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver. D'autant que les chiffres, c'est peut-être pas ce qui est le plus important quand on parle de dette. Et puis, je vais essayer aussi de ne pas être trop technique. Et là aussi, j'espère que je vais réussir. Mais ce n'est pas gagné non plus. Donc, selon les derniers chiffres, le dernier rapport de l'INSEE, au deuxième trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3 228,4 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Bon, ça, c'est les chiffres donnés par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique, qui ont été donc repris du rapport de l'INSEE. Alors, avant de discuter de ces chiffres, donc j'ai voulu organiser mon exposé de ce soir en plusieurs points. Je vais d'abord parler du vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire une dette, un déficit, un budget? Comment on mesure cette dette? Qu'est-ce que c'est que la dette? C'est un financement du déficit, mais parmi d'autres, on pourrait financer le déficit autrement. La rhétorique de la dramaturgie, on va mourir sous notre dette, c'est à peu près ce qu'on nous dit.
Le déficit qui est dû en réalité à une baisse des recettes, des marchés financiers sereins. Donc, vous voyez, je serai assez optimiste. Je vais parler de la dette publique, la dette écologique et des générations futures, puisque c'est aussi quelque chose qui est souvent mis en avant. Et ensuite, je parlerai de remettre donc cette dette au centre du débat démocratique. Alors, pour commencer, quelques précisions un peu techniques. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un budget, un déficit, une dette? Le budget de l'État, donc ça se mesure sur une année. Ce sont les recettes de l'État moins les dépenses de l'État. Et ce budget, il peut être en déficit ou en excédent. Et le budget public, déjà, il y a une nuance, c'est le budget de l'État plus le budget de toutes les administrations publiques, donc sécurité sociale, santé et retraite, hein, et collectivités locales. Et là aussi, il peut y avoir un déficit et un excédent public. Quand l'INSEE parle, quand le gouvernement parle ou quand la Commission européenne parle, c'est de celui-ci dont elle parle, du déficit public ou de l'excédent public, mais bon, en l'occurrence du déficit public. Et la dette, elle, c'est pas sur une année, c'est à une date donnée. La dette publique, elle est constituée de ce que doivent l'État et les administrations publiques à une date donnée. Donc la dette, c'est une accumulation de tous les déficits publics qu'on n'a pas encore fini de rembourser. Donc, fin du deuxième trimestre 2024, cette dette publique s'est levée à 3 228,4 milliards d'euros. Alors, déjà, première chose qu'on peut constater, c'est que la dette de l'État est la plus grosse partie de la dette publique, hein, puisqu'elle correspond à 81%, donc toujours selon le même rapport de l'INSEE, de la dette des administrations publiques ou de la dette publique. Donc, une dette, elle a comme toutes les dettes, elle a trois compositions. Elle est composée d'un capital, ce qu'il faut rembourser, des intérêts, ce qu'on appelle la charge de la dette, et puis d'un calendrier de remboursement. Donc ça, c'est le cas de toutes les dettes, que ce soit une dette publique, que ce soit une dette individuelle ou que ce soit la dette d'une entreprise. Mais un État, c'est pas un individu et c'est pas une entreprise. Et donc la dette, elle fonctionne pas du tout de la même façon, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Un État, c'est pas un individu, parce qu'un État, c'est pas mortel. Et nous, nous sommes mortels. Un État, c'est pas une entreprise, parce qu'une entreprise peut faire faillite et un État ne peut pas faire faillite. Il peut faire défaut, c'est-à-dire rembourser sa dette à un autre rythme, on peut baisser son capital, etc., mais il ne peut pas faire faillite. Donc, chaque fois qu'on compare la dette d'un État ou la dette publique à une dette individuelle ou à une dette d'une entreprise, c'est qu'on veut faire passer derrière des idées sans le dire honnêtement. Donc, on a un capital, un intérêt, des intérêts et un calendrier de remboursement. Dans ces intérêts, bien sûr, on m'a dit que ça marchait. Ah, voilà, j'aime bien avoir des gadgets. Ces intérêts, bien sûr, ils font partie des dépenses, hein, ils font partie de la charge de la dette. Et comme l'État est immortel, comme je viens de le dire, il peut, ça on ne peut pas le faire, nous, ni les entreprises, il peut rouler la dette, c'est-à-dire contracter une nouvelle dette pour rembourser une dette plus ancienne. Hein, l'État peut rouler sa dette quand la dette arrive à échéance. Il peut contracter un nouvel emprunt pour rembourser ce qui lui reste à rembourser. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne au mieux, il faut que le taux d'intérêt auquel on va rouler la dette, hein, le taux d'intérêt du nouvel emprunt, soit inférieur au taux d'intérêt que l'on est qu'on vient de finir de rembourser. Pour qu'une dette soit soutenable, pour pouvoir la rouler aussi convenablement, il faut, et ça on verra que ce n'est pas toujours le cas, il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle crée les conditions de son propre remboursement. C'est-à-dire qu'elle participe à la création de la production, de la richesse, etc. En fait, tous les objectifs qu'un État peut avoir. Alors, par convention, pour mesurer la dette, on dit toujours par rapport au PIB. Et quand on dit la dette augmente, c'est toujours par rapport à la production intérieure brute.
c'est-à-dire par rapport aux richesses qui sont créées dans un pays, à tous les revenus, à tous les impôts, enfin, à tout ce qui est créé dans un pays. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, au deuxième trimestre, donc, on a une dette qui équivaut à 112% du PIB. Selon les critères de Maastricht, donc Maastricht, c'est le traité européen qu'on a signé en 1992. Enfin, les citoyens français avaient voté contre, mais non, non, pardon, c'est pas celui-là. Ils avaient voté juste à 50%. Excusez-moi, c'est d'autres pays qui ont voté contre. Nous, on a voté contre après le traité constitutionnel. Donc, en 92, Maastricht pose un critère. Il ne faut pas que la dette divisée par le produit intérieur brut soit supérieure à 60%. Alors, c'est un ratio. Hein, donc, un ratio, ça dépend de ce qu'il y a au-dessus et de ce qu'il y a au-dessous de la division. Alors, bien sûr, plus la production est à tonne, hein, moins on crée de richesse, plus ce ratio augmente. Ce n'est pas forcément la dette qui augmente, c'est le ratio qui augmente. Donc, le ratio, il peut augmenter soit si la dette augmente, soit si le PIB diminue, soit les deux. Alors, on peut faire déjà une première remarque sur cette convention de mesure, parce que c'est une façon de mesurer la dette, mais c'est une façon, on aurait pu en choisir d'autres, on aurait pu choisir d'autres conventions. Déjà, ça peut paraître curieux de comparer une dette. Alors, en France, en général, l'État rembourse une dette en 8 ans et demi, 8 ans et 170 jours, des choses comme ça. Hein. Et on compare donc cette dette qui correspond à tous les déficits accumulés qui restent à rembourser à un PIB qui, lui, est produit sur une année. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous empruntez 200 000 euros pour acheter une maison et que vous gagnez 30 000 euros par an, votre ratio dette sur PIB, c'est 666%. C'est énorme. Hein. Alors pourquoi on compare les dettes d'État sur un PIB annuel? Puisque la France rembourse en 8 ans et 179 jours de pays, pour rembourser, on pourrait diviser la dette par 8 ans et 179 jours de PIB. Alors là, déjà, elle est beaucoup moins importante. Hein. C'est plus que 13,7%. Donc, est-ce qu'on est prêt à mettre dans notre dette 13,7% du PIB? On pourrait se poser la question aussi de cette façon-là. On peut aussi, alors j'ai choisi deux exemples hein, d'autres conventions, mais on pourrait en trouver encore d'autres, hein, d'autant que le PIB, c'est aussi quelque chose qui est assez discutable, hein, cette façon de mesurer la richesse. J'ai quelque chose qui est mesuré monétairement, et puis ça ne mesure pas complètement le bien-être. Par exemple, à La Réunion, il vient d'y avoir un cyclone, donc le PIB de La Réunion va augmenter. Hein, vous voyez, c'est quand même pas le résultat de quelque chose de très positif. Mais bon, enfin pas toujours en tous les cas. Une autre convention, on pourrait aussi, puisque les administrations publiques, elles ont un patrimoine. Elles ont un patrimoine immobilier, elles ont un patrimoine financier. Donc on pourrait aussi regarder la dette nette, cette fois-ci en retirant le patrimoine par rapport au PIB. Et cette fois-ci, on a un 33% d'actifs. Ce n'est pas une dette abyssale, hein. C'est au contraire quelque chose de positif. Alors, je veux juste continuer encore sur ces chiffres pour vous montrer que quand on donne des chiffres, bon, on peut beaucoup tout de même les discuter. Si je reviens sur le graphique de tout à l'heure, là, de l'INSEE, du dernier rapport de l'INSEE, donc on voit que ces dernières années, le ratio dette sur PIB a diminué, puisque si je prends toujours les deuxièmes trimestres, hein, on est passé de 114,5 en 2021 à 112% du PIB. Alors on pourrait se dire, ah ben c'est super, hein, le ratio diminue, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais le PIB, il est mesuré en monnaie. Donc s'il y a de l'inflation, le PIB augmente automatiquement, même si on ne produit pas plus. Or, justement, il y a de l'inflation sur ces 3 années-là. Donc, est-ce que c'est vraiment une diminution ou pas? Alors, juste une petite remarque sur ce graphique aussi, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais on a 2 fois une grande montée, là, comme ça. Celle-là, c'est quand l'État a refinancé les banques après la crise des subprimes, hein, lorsqu'il a emprunté pour
refinancer les banques pour qu'elles n'entrent pas en faillite. Et celle-là, c'est le financement du Covid. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la dette et comment ça fonctionne, regardons comment l'État peut se financer. Donc la dette, c'est un financement du déficit, mais il existe d'autres modes de financement. Et notamment, après la Seconde Guerre mondiale, on avait un système qui était très dirigiste, hein, qui était une relation extrêmement dense entre l'État et les banques commerciales. Alors peut-être il faudrait que je précise un peu le vocabulaire qu'il y a sur cette photographie. Le trésor, là dont je parle, le trésor, c'est le comptable de l'État. Oui. La banque centrale, donc c'est la banque centrale de l'État. En Europe, on a en plus un étage supplémentaire, c'est la Banque centrale européenne. Et le Trésor a un compte à la Banque centrale. Les banques commerciales, ce sont les autres banques, donc Crédit Agricole, BNP, enfin tout ça, Caisse d'épargne. Et elles aussi ont un compte auprès de la Banque centrale. Et ensuite, on a donc le marché financier. Donc, on peut se financer, un État peut se financer de plusieurs façons. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une loi qui a été votée en 1945, la loi de nationalisation de la Banque centrale et des principales banques commerciales, qui va mettre en place un système de financement de l'État qu'on peut appeler le circuit du Trésor. Donc, c'est une organisation du financement de l'État par l'État et par le Trésor. C'est quelque chose. Donc, on avait organisé un circuit du Trésor à l'époque où la plupart des banques étaient obligées de déposer une partie de leur trésorerie, étaient obligées aussi de prendre des bons du Trésor, c'est-à-dire des titres de dette de l'État. Ils étaient obligés comme cela, et donc le Trésor, il avait à sa disposition tout un ensemble de financements qui lui permettait donc de régler ses dépenses et de régler ses emprunts. Il y avait tout un système de ressources. En 1945, on va aussi créer avec ce système-là le Conseil national du crédit, où étaient représentés différents membres de la société, notamment les syndicats de patrons et les syndicats de travailleurs. Alors ça, c'était un système qui était relativement intéressant parce que c'était comme si le trésor se prêtait à lui-même, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas d'endettement, parce que quand j'ai une dette envers moi-même, ça ne s'appelle pas tout à fait une dette, hein, il y avait peu d'endettement parce que l'État, du coup, était obligé d'aller peu vers la Banque centrale pour emprunter. Et ce mode de financement, il a été critiqué dès la fin des années 50 et il a été abandonné dans les années 70. L'autre possibilité pour l'État, alors il peut en combiner plusieurs, hein, dans les années après-guerre, il combine l'emprunt à la Banque centrale et le circuit du Trésor principalement. Donc l'autre façon de se financer, c'est d'emprunter auprès de la Banque centrale. Et la Banque centrale en France, elle va rester sous le pouvoir politique jusqu'au traité de Maastricht. Plus exactement jusqu'en 1994, mais c'est le traité de Maastricht qui, là aussi, impose aux États l'indépendance des banques centrales. Alors, indépendance, ça veut dire indépendance du pouvoir politique. Ça ne veut pas forcément dire indépendance du pouvoir économique, hein, mais indépendance des banques centrales. Et là aussi, c'est un financement qui va être critiqué, notamment à partir des années 70. On va dire, oui, mais si l'État emprunte à sa banque centrale, il ne va pas être assez rigoureux dans ses dépenses, il va pouvoir faire un peu n'importe quoi. Il faut qu'il passe par le marché. C'est la théorie du marché efficient, parce que c'est selon l'économie libérale qui se développe beaucoup dans ces années-là. Le marché, c'est le système le plus efficace pour organiser l'économie. Hein. C'est toujours cette même rengaine qui est avancée. Troisième possibilité, l'emprunt auprès des banques commerciales. Alors, non, je dis un dernier mot sur l'emprunt auprès des banques centrales. Cet emprunt, il a été abandonné. La première restriction en France, c'est 1974.
et ensuite ça a été complètement interdit par le traité de Maastricht. Il y a quelques dérogations depuis 2011 et depuis les crises des dettes souveraines, mais sinon, par les traités, c'est interdit. Les banques centrales n'ont pas le droit de financer les États, ni la Banque centrale européenne. Donc, sauf s'il y a eu des dérogations depuis, hein, parce qu'on avait des situations extrêmement compliquées, notamment pour la Grèce et d'autres petits pays. Ensuite, nous avons donc les banques commerciales. Crédit Agricole, BNP, Caisse d'épargne, etc., etc., hein, toutes ces banques-là. Donc, l'État peut aussi emprunter, et il emprunte, auprès des banques commerciales. Alors ça, c'est toujours d'actualité, hein, l'emprunt auprès des banques commerciales, mais il y a une théorie en économie qui a été développée par des économistes libéraux, là aussi, qu'on appelle le monétarisme. Et dans cette théorie dit le principal objectif d'une politique monétaire, c'est de lutter contre l'inflation. S'il y a quelque chose de terrible en économie, c'est l'inflation. Et cette théorie fait une hypothèse qu'on ne constate pas toujours dans la réalité, mais bon, elle fait une hypothèse, c'est que l'inflation, ça dépend de la quantité de monnaie qui circule. Or, cette quantité de monnaie, elle est créée par les banques commerciales lorsqu'elles accordent des crédits. Hein, par exemple, je vous donne un exemple rapidement pour vous expliquer ça. Si vous avez envie de vous acheter une voiture, vous avez besoin de 20 000 euros, vous ne les avez pas, vous allez à votre banque et la banque, ce qu'elle va faire, si elle accepte, elle va vous faire un crédit de 20 000 euros. Donc, quand elle fait ça, elle tape sur son ordinateur 20 000 euros sur votre compte. Mais ces 20 000 euros, ils n'existaient pas auparavant. Elle va les créer avec son ordinateur, avec son stylo, on dit. Mais elle va les créer de façon complètement... voilà, elle va les créer alors qu'il n'y a rien derrière. Hein. Elle les crée d'un coup de stylo. Et donc, ces 20 000 euros vont se mettre à circuler dans l'économie. C'est ça la création monétaire. Et donc, il y a de plus en plus de quantité de monnaie. Et donc, quand un État emprunte à une banque commerciale, c'est la même chose. La banque commerciale va créer de la monnaie. Et donc, les monétaristes vont dire, ça c'est embêtant, hein, parce que la création monétaire, ça entraîne de l'inflation. Donc, il va falloir favoriser un autre mode de financement. Et ce qu'on va favoriser à partir des années 80, c'est le marché financier. Donc, les États doivent passer par les marchés financiers pour se financer en priorité. Sur ces marchés financiers, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. J'aurais pu mettre aussi les très grandes entreprises, mais il y a les banques centrales, les banques commerciales et les fonds. Alors, les fonds, ce sont les fonds mutuels, les fonds d'assurance vie, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, tous les fonds qui peuvent aller sur les marchés financiers, placer justement l'épargne des individus et des entreprises, les placer sous forme de titres financiers. C'est ça un fonds. Hein. Donc, ce qu'on fait à partir des années 1980, principalement, c'est qu'on va transformer les dettes d'État en titres financiers. On appelle ça une titrisation des dettes publiques. Donc, à partir de ces années-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà à partir de là, hein, c'est à quoi sert la dette? Un des premiers rôles de la dette, c'est de financer les déficits. Mais les déficits, on pourrait les financer autrement. On pourrait imaginer une finance réglementée où des grandes entreprises ou des grandes banques, des grandes banques commerciales sont obligées de déposer leurs avoirs, etc. Une sorte de circuit du trésor. Le circuit du trésor, c'est hors la dette. Hein. Là, la dette, elle va servir à cela. Si je regarde la dette par rapport au PIB sur une plus longue période que ce que j'avais là tout à l'heure j'avais 2000-2024, maintenant regardons la dette depuis un peu plus longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la droite de ce graphique à partir de la Seconde Guerre mondiale, hein, ce qu'on constate. Donc la première barre jaune, je ne sais pas si on la voit bien sur ce graphique. Ici, c'est donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a les dettes qui décroît. Et puis ici, titrisation des dettes.
et les dettes réaugmentent à partir du moment où on va abandonner le circuit du trésor, où on va abandonner le financement par la Banque centrale, où on va s'orienter le plus possible vers les marchés financiers. Eh bien, la dette de l'État français, mais aussi les dettes dans les autres États, va largement augmenter. J'ai pris un graphique aussi que j'ai trouvé dans un ouvrage d'Holbeck. Là, vous avez donc la dette de 1979, la dette publique jusqu'en 2009 en pourcentage du PIB, hein, puisque c'est la convention qu'on utilise habituellement. Donc en bleu marine, vous avez cette courbe-là, c'est la dette qu'il faudrait que l'État rembourse s'il ne payait pas de taux d'intérêt. Et en rouge, c'est la dette qu'il rembourse avec la charge de la dette. Et donc, cette augmentation-là, c'est le refinancement des banques hein, qui arrive en 2009. Donc, la charge de la dette, elle pèse tout de même un petit peu sur le budget de l'État. Ici, vous avez la charge de la dette, hein, c'est la partie jaune. C'est les petits points jaunes. Hein. Donc, c'est le quatrième poste de remboursement. C'est 50 milliards d'euros en 2024. Et ce montant devrait être appelé à augmenter en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, bon, j'ai commencé à travailler cette conférence il y a à peu près 3 semaines et j'ai écrit ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment les taux d'intérêt vont évoluer vu ce qui se passe au niveau mondial. Bon, donc je ne sais pas en fait. Hein. Je l'ai laissé, mais je ne suis pas tout à fait sûre que les taux d'intérêt augmentent. Bon, ça, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui peut se passer dans les mois et dans les années à venir. Alors venons-en à cette rhétorique, ce que j'appelais la rhétorique de la dramaturgie, tout ce qu'on entend régulièrement. L'État français est au bord du gouffre financier. Alors on a déjà vu hein, que ça dépendait si on prenait le PIB ou si on nuançait les choses. Les dépenses publiques sont hors de contrôle. La situation des finances publiques est extrêmement préoccupante. Les économies sont nécessaires pour sauver notre modèle social. C'est absolument l'inverse qui est vrai. La TVA sociale ne change rien pour le financement de la sécurité sociale. C'est absolument l'inverse qui est vrai. La dette pèse sur les générations futures. C'est pas vrai non plus. Et les marchés financiers sont inquiets. Ils sont absolument pas inquiets puisque la dette des États, et notamment la dette de la France, est un des placements les plus sûrs sur les marchés financiers. Mais toutes ces phrases permettent au ministère de l'économie de conclure son budget 2025 en disant on va redresser les finances publiques et protéger les Français. Alors, redresser les finances publiques peut-être, mais protéger les Français, en tout cas pas tout. Oui, 0,1% des Français, mais pas tous les Français. Hein. Donc, ce budget assure la crédibilité de la France en enclenchant une dynamique forte de réduction des dépenses publiques. Alors, ça, c'est quelque chose de particulier. Hein. Les dépenses publiques sortent hors de contrôle. Or, si le déficit augmente, ce n'est pas en raison des dépenses, c'est en raison des recettes. Même l'INSEE le dit dans son dernier rapport. Donc, les dépenses diminuent et les recettes diminuent encore plus vite. C'est pour ça que le déficit augmente. Hein. Déficit, les recettes moins les dépenses. Les dépenses publiques, donc c'est extrait de l'INSEE, ça, hein, diminuent de 1,5% dans le PIB entre 2022 et 2023, et les recettes diminuent de 2,1% dans le PIB entre 2022 et 2023. En réalité, les dépenses publiques, elles augmentent quasiment pas depuis 30-40 ans. Alors, ces derniers temps, elles diminuent en plus. Et ça va continuer à être aggravé. Bon, ça a été aggravé, j'aurais pu le mettre aussi sur la diapositive, par la vente de certaines entreprises rentables. On passe à la Française des Jeux, notamment en 2019, hein, qui pouvait rapporter un petit peu, tout de même, mais bon. Et ça va être aggravé par l'austérité budgétaire. Ça va continuer à être aggravé par l'austérité budgétaire, par la baisse des impôts sur les riches et les grandes entreprises aussi. Même le Fonds monétaire international le dit, l'austérité budgétaire aggrave les situations de dette. Et c'est assez logique parce que quand vous avez de l'austérité budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fonctionnaires moins bien payés, des retraites qu'on va essayer de diminuer un peu, moins de services publics, moins
de choses pour les chômeurs, moins d'aide pour les ménages en général, donc moins de consommation, moins de production d'entreprise et moins d'impôts. Et moins d'impôts, c'est moins de recettes, et moins de recettes, c'est plus de dettes, hein, plus de déficit. Donc l'austérité budgétaire va continuer à aggraver la situation, mais on continue à dire les dépenses publiques sont hors de contrôle. Machiavel disait « Celui qui contrôle la peur des individus devient le maître de leur âme ». Je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a cette dramaturgie de la dette. Et puis, la baisse des impôts sur les personnes les plus riches. Alors, quand je dis les plus riches, je parle des gens vraiment qui sont très riches. Hein, je pense qu'il n'y en a pas dans cette salle. Et les grandes entreprises, donc je parle des entreprises qui ont plus de 5000 salariés. Ça aussi, c'est même reconnu par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2024, la période 2018-2023, donc c'est une citation de ce rapport, a été marquée par d'importantes baisses d'impôts dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023. Alors, dans ces baisses d'impôts, hein, on a, depuis 2017, on a les impôts de production qui vont baisser, qui ont baissé même, via des mesures qui touchaient la contribution économique territoriale, bon, c'est un peu technique, mais bon, qui elle-même est composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le plafond a été baissé et la suppression de cette CVAE est prévue pour 2027. Et la cotisation financière des entreprises qui a été divisée par deux. Et ces deux impôts, hein, ces deux premiers impôts ont bénéficié principalement aux grandes entreprises. On a baissé le taux d'imposition aussi sur les sociétés, puisqu'il est passé de 33,3% en 2017 à 25% en 2022. Et ça aussi, ça a surtout profité aux établissements intermédiaires et aux grandes entreprises. Et en ce qui concerne les ménages, on a eu la flat tax. Bon, c'est un terme anglais, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça. Ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers. Auparavant, les revenus financiers étaient taxés comme les revenus du travail. Désormais, il y a 30% et puis c'est tout. Et l'ISF qui a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. Et donc, tout ce qui est du patrimoine financier n'est pas imposé sur la fortune. Donc, si on regarde juste pour les entreprises, et juste 2017-2022, hein, ça faisait déjà 21 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, 10 milliards de baisse des impôts de production, 11 milliards de baisse de l'impôt sur les sociétés, auxquels il faut donc rajouter les baisses pour des impôts des individus les plus riches de la société. Alors, à cette baisse d'impôts, il faut rajouter l'optimisation fiscale. Hein, tout un système d'architecture juridique hein, qui vont permettre de faire de l'optimisation fiscale. Il y a les prix de transfert entre filiales, délocalisation de la propriété intellectuelle. Donc, je vais revendre des brevets à des filiales qui sont placées dans des paradis fiscaux, endettement intragroupe, optimisation de l'utilisation des niches fiscales. Donc, en 2023, 470 niches fiscales, 96,1 milliards d'euros. Les mesures dites déclassées, c'est les anciennes niches fiscales, mais qu'on ne compte plus comme des niches fiscales, 41 milliards d'euros en 2019. Et puis, il y a les niches sociales, c'est-à-dire les allègements des cotisations sociales, là aussi, 90 milliards d'euros. Et à cette baisse d'impôts et à cette optimisation fiscale, il faut aussi rajouter la fraude fiscale. Et la fraude fiscale est évaluée entre 90 et 100 milliards d'euros, hein, ce qui est quand même, en 2022, énorme. Donc on nous parle souvent de la fraude aux prestations sociales de la CAF, hein, c'est 2,3 milliards d'euros, hein, c'est pas grand-chose. Hein, c'est petit ça. Par rapport à ça, c'est un peu plus gros. Là aussi, hein, même le FMI, qui est quand même pas
qui est une institution révolutionnaire, hein, va reconnaître que les multinationales priveraient chaque année les États de près de 600 milliards de dollars d'impôts légitimes. Il y a un député danois, Jip Kofod, qui l'a souligné, c'est à peu près 2 000 € par an par citoyen européen. Donc, c'est énorme tout ce que l'on perd en recettes. Alors, on a fait une toute petite avancée ces derniers temps en France, hein, quelque chose qui a été adopté en première lecture le 20 février, donc il y a quelques jours, qui permettrait de récupérer de 15 à 25 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. C'est une contribution différentielle sur les plus hauts revenus, dont l'application est limitée à 1 année. Donc, les plus riches, on va quand même leur imposer, mais qu'1 année seulement. Et cette contribution visera les personnes les plus riches, donc revenu fiscal annuel dépassant 250 000 €. Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est la fin de la phrase. Dont le taux d'impôt, c'est extrait du site du gouvernement, hein, de la République française, hein, dont le taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 20%. Alors, ça veut dire, que les plus riches ont un taux d'impôt sur le revenu inférieur à 20%. Ce n'est pas du tout ce qu'on sait sur le barème fiscal, hein, que j'ai repris aussi sur le site du gouvernement. Normalement, on est au-delà de 20%. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on est assez riche, l'impôt est dégressif. C'est ça ce que ça veut dire, hein, dans la réalité. Alors pourquoi on a ça? Pourquoi l'impôt est dégressif à partir d'un certain niveau? Alors pour expliquer ça, j'ai pris un graphique d'un ouvrage de Piketty, hein, l'ouvrage sur les inégalités. Tous les graphiques de l'ouvrage de Piketty, on les trouve sur Internet, qui montre, bon, c'est pas plus récent que 2015, mais c'est la même chose aujourd'hui, la composition des revenus en France en 2015. Alors, vous voyez, quand vous avez 9 800 € de revenus, c'est quasiment que du revenu du travail, c'est bleu. Et puis, plus vous augmentez en revenus, ici, quand on gagne plus de 100 000 euros de revenus, il y a des revenus du capital ici. Et alors, quand on gagne plus de 1 million, c'est quasiment que du revenu du capital. Et encore, on ne compte pas ce qu'on a placé dans des holdings financières dans les paradis fiscaux. Donc là, on comprend bien que lorsque son revenu, il est principalement constitué de capital, ici, et pas de travail, le travail c'est plus petit, hein, et que les impôts diminuent sur le revenu du capital, eh bien, au final, l'impôt est dégressif à partir d'un certain niveau de revenu. Et pourtant, le revenu du capital, il n'est pas en difficulté, lui. Hein. Il n'est pas du tout en difficulté. Si on regarde les dividendes qui ont été versés en 2023, la France a le record avec 68,7 milliards de dollars versés. En 2023, l'inflation était de 7... Oups là, non, c'est pas ça que je voulais faire. L'inflation était de 5,2. Les salaires ont augmenté 3,7. Ça veut dire que les pouvoirs d'achat ont diminué, tandis que les dividendes ont augmenté de 23%. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être imposer le revenu du capital? Bon, j'avais pris un autre tableau, mais c'est la même chose. Hein. Là, c'est 2022, mais on voit donc augmentation des dividendes. Donc, ce qui est versé quand on a des actions, 32,7%. 3,8% d'augmentation des salaires et 6,8% d'augmentation d'inflation. Bon, donc, et tous les pays, hein, là j'ai pris que le haut du tableau parce que sinon on n'aurait rien vu hein, dans ma diapositive, mais tous les pays sont dans la même situation. Donc, à quoi sert la dette? Dans ce cas-là, à quoi sert la dette? Eh bien, elle sert à faire de la redistribution à l'envers. Alors que la dette, dans l'esprit de chacun, hein, c'est redistribuer aux plus fragiles et aux plus pauvres. C'est ça, la cohésion sociale, la coopération entre les citoyens habitant dans le même pays. Elle est devenue une redistribution à l'envers aux plus riches, puisque les inégalités augmentent. La dette augmente par rapport au PIB,
et les inégalités augmentent. Donc en fait, elle ne sert absolument pas le rôle qu'on pensait qu'elle devrait avoir ou que la plupart des citoyens pensent qu'elle a. Or, bien sûr, il y a encore en France, hein, là je fais un tableau très... Il y a encore en France de la sécurité sociale, il y a encore en France des retraites par répartition, mais la tendance hein, va vers une diminution de ces réductions, de ces acquis sociaux. Merci de m'avoir soufflé là, le mot, de ces acquis sociaux. Donc, quand on voit là aussi, là, cette fois-ci, j'ai pris, c'est toujours dans l'ouvrage de composition de la propriété en France. Hein, donc, vous voyez là aussi, si on a un patrimoine de 2 450 euros, ben, c'est principalement des liquidités, hein, c'est sur son compte en banque. Quand on arrive vers 100 000 euros, on a des actifs immobiliers. Et quand on arrive ici vers 1 million, 2 millions ou 15 millions, ce sont surtout des actifs financiers. Alors ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, en fait, la dette va aussi faire de l'anti-redistribution parce que, donc, on diminue les recettes en imposant moins les classes les plus riches. Et ces classes les plus riches, elles vont donc récupérer de l'impôt, ou du moins ne pas le verser, ne pas verser une certaine quantité d'impôt, mais cette quantité d'argent, elle va pouvoir l'utiliser pour la prêter aux États. Donc elle gagne sur deux tableaux. Non seulement elle paye moins d'impôts, mais en plus elle récupère des taux d'intérêt sur une dette d'État qui augmente parce que les recettes diminuent. Donc, donc c'est une baisse d'impôts sur les plus riches qui peuvent désormais plus facilement prêter aux États par le biais des marchés financiers et des titres donc financiers sur les dettes d'État. Alors, ce qu'on va nous dire, c'est oui, d'accord, mais les marchés sont inquiets. Non, les marchés sont absolument pas inquiets. Il faut absolument pas les rassurer, ils n'en ont pas besoin. L'agence France Trésor. Donc, l'agence France Trésor, c'est l'agence en France qui s'occupe de vendre les titres financiers sur les marchés financiers. Donc l'agence France Trésor, chaque fois qu'elle fait des ventes de titres de dette sur le marché, bon, le terme technique c'est des adjudications, donc ça c'est dans son rapport à elle hein, d'avril 2024, chaque fois elle trouve 2 fois plus d'acheteurs d'obligations, c'est-à-dire de titres de dette d'État, que d'obligations qu'elle a à vendre. Hein. Donc s'il y a le double d'acheteurs, c'est que les acheteurs sont très confiants. Hein, sont très confiants dans ce type d'avoir financier. La France est classée dans les 15 pays les plus sûrs du monde en matière de titres de dette d'État ou de dette publique. Les investisseurs privés qui achètent aujourd'hui la dette française la considèrent donc comme un placement sûr et à tel point qu'elle est davantage utilisée que la dette allemande comme placement pour garantir les échanges financiers. Hein, parfois, on a besoin d'avoir pour garantir des échanges. La dette française est utilisée comme une garantie. Donc, c'est bien que les marchés financiers sont confiants. D'autant qu'au cas où ils n'auraient pas été assez confiants, on les a rassurés, puisque à partir de 1998, on a indexé les titres de dette publique sur l'inflation. Ça, c'était Dominique Strauss-Kahn qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. Alors, quand il a proposé ça, il a été interpellé à l'Assemblée nationale, notamment par des députés, notamment par des députés communistes qui lui ont dit « Mais attendez, vous sécurisez les investisseurs et vous ne sécurisez pas les travailleurs. » C'est quand même relativement étrange. Et Strauss-Kahn va répondre, oui, mais en fait, de l'inflation, on n'en aura plus. On a la Banque centrale européenne. Il y a inscrit dans ses statuts que son premier rôle, c'est de lutter contre l'inflation. Alors, soit dit en passant, hein, c'est quand même un objectif monétariste, c'est-à-dire qui correspond à une théorie économique parmi tant d'autres. Et c'est inscrit dans les statuts. Hein, donc, on peut voter ce qu'on veut. C'est inscrit dans les statuts de la Banque centrale. Bon, ça, c'était juste une parenthèse.
Donc, il dit, de toute façon, on est quasiment sûr de plus jamais avoir d'inflation. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps, mais bon. Donc, indexer un titre, ça permet d'augmenter la confiance des investisseurs et donc d'obtenir des taux d'intérêt plus bas. La finance, en fait, c'est neutre. Et puis en plus, c'est efficace. Donc, on va payer moins cher notre dette, etc. Et donc là aussi, on voit qu'un autre rôle de la dette, à quoi sert la dette, et notamment la dette française, c'est à garantir l'industrie financière privée. Alors là, on a, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on va avoir une soumission assez importante, hein, donc des États et de leurs dettes au marché, une soumission à la discipline de marché et en particulier en Europe. En réalité, on nous dit que la dette, c'est quelque chose de technique, mais en réalité, quand un État vend de la dette sur les marchés financiers, il vend aussi des politiques économiques, il vend aussi des politiques sociales, il vend aussi des politiques industrielles, etc. Quand l'État négocie sa dette sur les marchés financiers, il vend aussi un taux de chômage, pas trop bas, hein, parce qu'il faut que ça fasse quand même un peu de pression sur les salaires. Il vend un taux d'inflation, pas trop haut, parce que sinon ça mine les avoirs des investisseurs. Il vend une baisse de la dépense publique, baisse des retraites par répartition, par exemple, baisse du service public, etc. Et il vend une baisse de la fiscalité des plus riches, ceux-là même qui prêtent aux États. Donc, dans des produits financiers qui peuvent sembler peut-être un peu techniques, sont insérés des choix démocratiques fondamentaux. Les institutions publiques de la dette et de la monnaie, c'est-à-dire le Trésor et la Banque centrale, opèrent aujourd'hui comme des usines ou des institutions pour l'industrie financière privée. Mais émettre des titres de dette qui puissent satisfaire l'appétit des investisseurs mondiaux, ce n'est pas sans risque pour la démocratie. Il y a Benjamin Lemoine, qui est un sociologue qui travaille sur l'économie, a écrit un ouvrage, son dernier ouvrage, je crois que c'est celui-là, le dernier, c'est La démocratie disciplinée par la dette. Et il y a un fort enjeu démocratique là-dedans. Un exemple, hein, mais je vais en prendre un autre dans quelques minutes. En 2015, par exemple, quand les citoyens grecs ont voté pour un moratoire sur leurs dettes, un moratoire, c'est-à-dire on s'arrête et on réfléchit. Est-ce qu'on rembourse tout le capital? Est-ce qu'on rembourse tous les taux d'intérêt et à quel rythme? Eh bien, Jean-Claude Juncker, donc ancien Premier ministre luxembourgeois, qui est un paradis fiscal, président de la Commission européenne, a répondu « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités ». Donc ça, c'est quelque chose dont vous pouvez voter ce que vous voulez, mais le moratoire sur la dette, vous ne l'aurez pas. Et ce qu'il s'est passé, en réalité, hein, c'est que la Banque centrale européenne a puni la Grèce, hein, avec des politiques d'austérité et le peuple grec. Et après, une fois qu'on a appliqué la discipline de marché, on les a aidés. Donc, on a une technocratie qui considère que son rôle est d'entretenir la contrainte de marché. Et le débat public va se limiter à une pédagogie rudimentaire, hein. Il faut payer la facture de la pandémie, donc bientôt il faut payer aussi la facture du réarmement. Pour rembourser la dette, il faut consentir à des sacrifices, hein, travailler plus, augmenter les impôts sur la consommation et non pas sur la fortune, renoncer à des services publics, des droits sociaux, etc. Alors, il y a un graphique qui m'avait marqué quand il est sorti en 2010. C'est celui-là. Je vais vous le faire en français, hein. C'est un graphique qui a été publié par une agence de notation, Standard & Poor's. Il y a 3 agences de notation dans le monde. Le rôle de ces agences, c'est de noter les titres financiers et notamment les titres de dette d'État. Donc, elles sont 3 agences à les noter. Et en fonction de ces notes, ensuite, il va y avoir des taux d'intérêt différents. Moins on est bien noté,
plus la note est faible, plus le taux d'intérêt est élevé. Et donc ça, c'est un graphique où la Standard & Poor's montre comment seront notées les dettes, les titres de dette d'État si les politiques des États restent inchangées, et notamment si elles restent inchangées, parce que c'est écrit dans le rapport, hein, mais bon, je n'ai pas tout repéré, si elles restent inchangées en matière de retraite, si les États s'obstinent à rester dans les retraites par répartition. Alors, vous voyez les notes ici. Triple A, ça veut dire 20 sur 20. A, c'est un peu moins bien. C'est pas mal quand même. A, B. Et puis alors là, les spéciaux, là, ça veut dire, là, c'est haut risque. Hein. On ne peut pas trop prêter à ces États. Donc, si les États ne changent rien, les notes 20 sur 20, bleu clair, là, il n'y en a plus. Quasiment plus. Il n'y en aura quasiment plus. Il y aura des notes A, les rouges, des notes triple B, et des notes spéciales pour ces dettes d'État. Donc, on a bien une pression sur les politiques économiques qui sont faites par les marchés financiers. Donc, en réalité, on peut donc dire que à quoi sert cette rhétorique dramaturgique sur la dette? Tout simplement à justifier les objectifs du gouvernement: abaisser le prix du travail, c'est-à-dire le salaire, capitaliser les retraites, donc les sortir de la répartition, développer les assurances privées, démanteler le service public, remettre à l'ordre du jour le projet de TVA sociale. TVA sociale, c'est un oxymore. On peut pas, une TVA, c'est pas social. Une TVA, ça remet de l'inégalité, détricoter la sécurité sociale, etc. Bref, augmenter les inégalités, baisser le pouvoir d'achat des 90% des citoyens les moins riches, et continuer dans un marasme économique qui risque d'être de plus en plus compliqué. C'est-à-dire l'inverse de ce que devrait être une dette. Parce que normalement, on s'endette pour être mieux. On s'endette pour que la population de la société soit mieux. Parce qu'il faut bien voir que chaque fois qu'un État s'endette, en face de la dette financière, il y a une dette sociale. Il devrait avoir des comptes à rendre aux citoyens qui participent aux recettes du budget de l'État et pas uniquement au marché financier. Alors, un autre point que je voudrais aborder, c'est la dette pèse sur les générations futures. Alors ça, c'est... En fait, on joue sur une intuition quand on dit ça, parce que c'est exactement l'inverse, la réalité. On joue sur une intuition comme si la dette d'un État, c'est comme une dette individuelle ou comme une dette d'une entreprise, mais c'est absolument pas ça, une dette. L'État français rembourse toujours sa dette. Il n'a jamais pas remboursé sa dette. Donc la dette, elle ne peut pas peser sur les générations futures. Il met 8 ans et 180 jours pour la rembourser, mais il la rembourse tout le temps. En fait, la dette, ce n'est pas un outil de redistribution entre les générations, c'est un outil de redistribution entre les classes dans le moment présent. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on déploie donc un langage du drame, mais en réalité, la dette redistribue au sein de la génération présente. Elle distribue des revenus entre les classes qui sont taxées et les classes qui sont possédantes et qui prêtent à l'État. Donc, au final, on dépossède les individus qui n'ont que le service public comme patrimoine. C'est ça ce qu'on fait avec une dette, pour améliorer le patrimoine de ceux qui ont déjà beaucoup et qui peuvent placer leur épargne en titre de dette d'État. On démantèle donc le service public grâce à ce discours de la peur. On remet en cause, on démantèle les services publics, ce qui là, va fortement peser sur les générations futures en diminuant le patrimoine public, en attaquant donc le statut de fonctionnaire, en attaquant l'hôpital et en ne faisant pas les investissements nécessaires à la transition écologique. C'est ça qui va peser sur les générations futures. C'est ce démantèlement-là et pas la dette. Alors, pour prendre un exemple, j'ai regardé un rapport de la
Caisse centrale de réassurance, qui est une entreprise publique. Je le zoome un peu pour qu'on y voit mieux. J'ai souligné une phrase, mais on aurait pu en trouver d'autres, hein. Donc, les études de cette CCR ont montré que 1 euro investi permet d'éviter 3 euros de dommages ultérieurs causés donc par les catastrophes naturelles. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'endetter, de ce 1 euro pour s'économiser les 3 euros dans le futur. Donc, cette histoire de la dette qui pèse sur les générations futures, ce n'est pas la dette qui pèse sur les générations futures, c'est son utilisation telle qu'elle est faite aujourd'hui qui pèse sur les générations futures. Donc, ce n'est pas tant le montant qui compte, c'est comment ce montant est utilisé. Et donc, je pense qu'il faudrait remettre le sujet de la dette au centre du débat démocratique, hein, et arrêter de prendre les citoyens pour des gens qui comprennent rien et qui comprennent rien en économie, notamment, alors que tout le monde peut comprendre, arrêter de leur dire il va falloir faire des sacrifices, etc., d'avoir toute cette pédagogie un peu facile, hein. Il faut revenir sur à quoi sert la dette, à quoi devrait-elle servir. Est-ce qu'on est d'accord pour que ces 112% du PIB soient utilisés de cette façon-là? Faire un audit sur une restructuration des dettes, donc rediscuter sur le capital, sur la charge, sur est-ce que c'est normal de payer des taux d'intérêt sur certains titres financiers, sur même le calendrier. On pourrait rediscuter de tout. On peut parler même de l'annulation de certaines dettes. Par exemple, il y a eu une tribune de 150 ou un peu plus, je ne sais plus, économistes en 2021 qui proposait l'annulation des dettes que la Banque centrale européenne détient et que cela constituerait un premier signal fort de la reconquête par l'Europe de son destin. Parce que donc après 2021, il y avait eu le Covid et donc les dettes avaient augmenté. La Banque centrale européenne avait dérogé donc à son rôle qui lui était attribué par les traités européens et donc avait acheté de la dette publique. Donc, ces économistes vont dire, nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette. Maintenant, c'est même, aujourd'hui, en 2025, c'est même un peu plus. Et si nous remboursons cette somme, nous devons la trouver ailleurs, soit en réempruntant, c'est-à-dire en roulant la dette, soit en baissant les recettes, soit en augmentant soit en baissant les dépenses, soit en augmentant les recettes. Et donc, ces économistes proposaient à la Banque centrale européenne de supprimer cette dette, parce que pour la Banque centrale, elle peut le faire, hein, toutes les banques centrales peuvent le faire, en échange d'une dette, en fait c'est un remplacement de dette, d'une dette d'un montant similaire, mais cette fois-ci dans la transition écologique et sociale. Donc ça, c'était un moyen, hein. Donc on supprimait une dette, mais on la remplaçait par une autre dette qui irait plus vers plus de social et plus d'écologie. Et à cette requête, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a répondu « Cette annulation est inenvisageable et serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. » Donc, chaque fois, même si on peut lancer donc un débat, on peut lancer un référendum, on peut lancer ce qu'on veut, mais il y a les traités qui vont empêcher cette façon de faire, hein. Pourtant, on peut se dire que si la dette, elle sert à baisser les inégalités, à augmenter les services publics, la santé, l'éducation, si elle sert pour les petites entreprises, pour les PME, pour les artisans, etc., qui comptent énormément dans l'aménagement des territoires, si elle sert à aider les agriculteurs à produire avec moins de pesticides, hein, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de s'endetter ou du moins d'investir là-dedans. On pourrait aussi rediscuter du rôle de la Banque centrale européenne et des banques centrales
et notamment de leur rôle, ce qu'on appelle le rôle de prêteuse en dernier ressort, ce que fait très souvent la Banque centrale américaine, hein, sans que ça lui pose énormément de problèmes. Mais en Europe, donc, on est toujours là. Les banques centrales ne doivent pas aider les États, ou si elles les aident, eh bien, c'est après les avoir punis, hein, comme on a fait pour la Grèce. Mais on pourrait se reposer la question, est-ce que les banques centrales n'ont pas à jouer ce rôle de prêteuse en dernier ressort en cas d'instabilité financière pour soutenir certains marchés? Est-ce que ces banques centrales ne peuvent pas jouer explicitement ce jeu de prêteuse en dernier ressort au nom de la transition écologique, au nom d'investissements massifs dans les urgences du moment, et ça ne manque pas, au nom du sauvetage d'un pays qui serait malmené par les marchés? Pour l'instant, la technocratie bruxelloise et qu'elle décide si les attaques du marché sont justifiées ou pas. On pourrait se demander aussi si les autres membres de la société ne pourraient pas avoir leur mot à dire. On pourrait aussi changer le mandat de la Banque centrale européenne et inscrire dans son mandat qu'elle doit sécuriser les dettes publiques, y compris au nom d'objectifs qui ne se réduisent pas à la sécurité financière. Et puis, on peut aussi débattre de sortir cet endettement de la soumission au marché financier, sortir de cette titrisation qui est extrêmement importante, hein, remettre en place peut-être un pôle financier réglementé. Alors, je ne parle pas forcément de nationaliser les banques, mais on pourrait tout de même les réglementer. D'ailleurs, on aurait pu utiliser l'occasion de 2009, quand les États les ont refinancés, pour leur imposer quelques règles. Au nom de la politique prudentielle, par exemple, hein, on pourrait réinvestir des formes de réglementation financière qui elles-mêmes viendraient financer l'État et les priorités de l'urgence économique, sanitaire, environnemental, services publics, etc. Il serait possible de remettre en place un circuit du trésor ou quelque chose qui pourrait s'en approcher, c'est-à-dire l'obligation, par exemple, pour les grandes banques de détenir une part minimale de dette publique à un taux fixé par les pouvoirs publics, comme cela existait en France jusqu'en 1973. Donc, si la dette est un outil, hein, supposons que la dette redevienne un outil de redistribution dans une optique de réduction des inégalités, de justice sociale, de cohésion sociale, de réponse aux besoins environnementaux, alors il faut rééquilibrer les systèmes de prélèvements fiscaux et sociaux. Et là, on a toute une série de possibilités, hein. Donc, j'en ai fait une liste, hein, qui permettrait de récupérer 90 milliards d'euros de recettes fiscales sans toucher aux impôts de 90% de la population. Donc, l'impôt sur la fortune, la suppression de la flat tax, le retour sur les allègements de cotisations sociales, la suppression du crédit d'impôt, bon, etc. Le renforcement de la taxe sur les transactions financières, une lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale. On pourrait aussi renforcer des services publics et la protection sociale et son extension à de nouveaux besoins, parce que lorsque c'est public, ça coûte beaucoup moins cher. Hein, si on regarde par exemple les retraites, pour avoir une pension de retraite équivalente à 75% du dernier bulletin de salaire, si on est dans de la capitalisation, donc dans des fonds de pension, il faut 2 mois de salaire par an. Si on est dans la répartition, c'est 10 euros par mois pour un salaire de 2500 euros. Idem pour les problèmes de santé. Les frais de gestion des complémentaires santé privés, c'est 20%. Les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 3,4%. Donc, quand c'est public, c'est moins cher en général. Donc, peut-être faudrait-il renforcer ces services publics et la protection sociale. Et surtout, peut-être faudrait-il en débattre avec les citoyens qui sont concernés. Et enfin,
il est temps aussi d'arrêter de faire des sacrifices ou des choses comme ça et de parler d'investissement public massif pour financer la bifurcation sociale et écologique. Plus on retarde ces investissements, plus ils seront coûteux. C'est sur ce point que je voulais conclure. Donc, à quoi sert la dette publique? Eh bien, c'est un choix de société. Et donc, j'espère que, avec ces quelques mots, j'ai relancé le débat parmi nous. Je vous remercie. Oui. Ah, très manifeste, une très belle démonstration qui est éclairante et qui amène à poser certainement beaucoup de questions. Moi, il y en a une que j'aurais voulu poser au début, c'est cette dette, qui la détient? Parce que ça, tu ne l'as pas du tout évoqué. Est-ce que c'est une dette qui est détenue par des Français ou est-ce qu'elle est détenue par des étrangers, par des fonds de pension, par des fonds souverains, par des choses comme ça? Parce que c'est peut-être pas la même chose au niveau de la sécurité financière de la France si la dette est détenue par des Français ou par des étrangers. Oui, ça c'est vrai, c'est une bonne question. Par exemple, je ne vais pas répondre tout de suite, je vais passer par un. Si on regarde la dette du Japon, c'est 220-230% du PIB, c'est énorme, et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Parce que la dette du Japon est détenue à 100% par des Japonais. Donc, elle est détenue en yens, et le Japon, bien sûr, contrôle le yen. Pour la, et si je prends l'inverse, enfin, un des opposés, c'est la Grèce. La dette de la Grèce est détenue quasiment à 100% par des étrangers, enfin par des non-grecs, hein, des étrangers. Et c'est pour ça que la Grèce, elle est encore plus en difficulté, hein. Non seulement c'est un petit pays, bon, mais elle est encore plus en difficulté pour cette raison-là. Quant à la France, je crois que c'est 60-40%, 60% étrangers, 40% français, par des détenteurs français. Donc voilà, c'est à peu près cette zone-là. Mon micro avec ça qui. Ah, c'est un téléphone. Bon, c'est pas le mien, il est sur avion. Les détenteurs français c'est un peu tout le monde ou c'est concentré sur quelques acteurs Alors là, je ne sais pas exactement quels sont exactement les détenteurs français, mais bon, il y a parmi les détenteurs, les principaux détenteurs de dette, pardon, ce sont les banques, mais à travers des titres financiers, hein, même si les banques prêtent un peu, mais c'est à travers des titres de dette qu'elles achètent. Il y a aussi beaucoup de fonds, hein, beaucoup de fonds qui ont des fonds spéculatifs, des fonds d'assurance vie. Il y a beaucoup de fonds qui détiennent de la dette. Oui, merci. Vous nous avez très clairement expliqué les mécanismes financiers, sociopolitiques de la dette. Moi, j'ai une question, si possible, concernant le fond. Est-ce que vous pourriez nous dire le fond du problème? Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un mot? La France, c'est quand même un pays centralisé qui décide des dépenses pour la défense, pour la recherche médicale, la recherche scientifique, les nouvelles technologies, l'éducation, etc. C'est peut-être pas suffisant, mais est-ce que vous avez des chiffres concernant ces investissements euh, qui font partie de la dette, mais qui sont quand même des investissements utiles et pour l'avenir? Ils sont peut-être à 20%, à 30%. Est-ce que vous avez une idée? Ils sont pas suffisants, peut-être, mais est-ce que vous avez une idée de la proportion de ces investissements qui font partie de la dette et qui sont quand même des investissements importants, la défense, la médecine, l'éducation, l'écologie, bien sûr, etc. Alors, Merci. oui, j'avais mis un tableau à un moment donné dans mes diapos. Je sais peut-être. Non, j'allais dans l'autre sens, aller trop vite. Euh, qui peut peut-être répondre à votre question. Alors, je peux retrouver d'autres chiffres, mais c'est pas mon ordinateur. Ça, c'est un problème. Euh, tic, 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 tic. Voilà, c'était là. Oh là là.
Je vais y arriver. Il faut les deux mains, là, je crois. Voilà. Alors, bon, on voit pas très bien, peut-être, mais ici, donc, vous avez l'enseignement, 86 milliards. Oh, c'est bon. Donc, ça, ce sont les chiffres 2024, hein. Donc, l'enseignement, vous l'avez là en bleu marine, hein. Là, c'est la défense en gris. Alors, dans l'enseignement, il y a aussi donc les salaires des enseignants. Le supérieur et la recherche, c'est donc ça, c'est la charge de la dette, c'est le jaune. Supérieur et la recherche, 32 milliards, c'est le vert pâle. L'inclusion sociale, c'est le rouge, donc il n'y en a plus beaucoup. La sécurité, c'est le bleu. Le vert clair, c'est l'écologie, 24 milliards. L'emploi, 22. Les territoires, 19. Voilà à peu près les proportions que les 10 premiers postes du budget 2024, selon le projet de loi de finances, hein. C'est de là que j'ai sorti ce graphique. Pour vous donner, ça répond peut-être à votre question. Oui, c'est le premier poste, oui. C'est le premier poste, 140 milliards d'impôts, de remboursement, oui. C'est le premier poste dans le budget. Pas Oui. selon la loi de finances, c'est pas moi qui fais. Oui, je me permets de vous dire que ce que vous dites pose un problème fondamental. C'est que ce que vous dites est évident. Mais combien de citoyens français le savent vraiment? Et pourquoi ils ne le savent pas vraiment? Je veux dire que c'est un sujet qui mériterait je dirais pas de faire une révolution, mais en tout cas de changer considérablement les rapports de force socio-politiques, économiques entre les gens du même pays, si ce n'est du monde d'ailleurs. Or, il n'y a rien qui se passe, au contraire, on va dans le sens inverse, hein. Et de ce point de vue, on en discutait tout à l'heure tous les deux, Trump, par exemple, est l'exemple type de ce que donnent aujourd'hui les résultats de la mondialisation néolibérale qui a permis aux riches et aux grandes entreprises d'être dominants par rapport aux politiques. Et Trump est aujourd'hui le symbole même de cette anarchie des grands capitalistes par rapport aux enjeux politiques et aux exigences de la démocratie, hein. Alors, c'est ce problème politique qu'il faut poser. Et la question que je me pose, moi, pour la France, mais c'est beaucoup plus large que ça, c'est qui, quel parti, quel mouvement social, politique, etc., peut aujourd'hui en France et ailleurs sérieusement défendre ce que vous avez dit pour que ça puisse changer? Alors, peut-être que je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Peut-être que tous les gens peuvent répondre à cette question-là. Ce qui se produit dans les années, en fait, je vais quand même répondre de mon point de vue, la vue d'un économiste. Ce qui se passe dans les années 70-80, c'est un basculement. On change de façon de fonctionner. On est dans un capitalisme qui devient un capitalisme financiarisé. Alors que jusque-là, on était dans ce que les économistes appellent un capitalisme fordiste ou un capitalisme contractuel, où les syndicats, par exemple, avaient une place dans la discussion, où voilà, hein, les retraites par répartition étaient... Bon. Donc, tout un système où le financement passait principalement par l'emprunt bancaire et pas par les marchés financiers. Bon, donc un basculement où on va passer dans une mainmise, enfin quelque chose d'extrêmement important de la finance, hein. Il faut se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, les transactions financières, c'est 98%, plus de 90% des transactions économiques. Il n'y a que 2% pour le réel. 2% pour acheter des biens, des services, des choses comme ça, hein. Tout le reste, c'est de la finance. Donc, c'est un poids extrêmement important. Et cette financiarisation, elle va avoir aussi
comme objectif et comme conséquence de démanteler tous les lieux de discussion, les syndicats notamment, hein, mais tous les autres aussi, hein, tous les intermédiaires sociaux, quoi, en réalité. Et Trump il se dit lui-même hein, anarcho-capitaliste, hein, il fait partie donc de ce courant de pensée de l'anarcho-capitalisme, comme Elon Musk, qui, pour eux, comme David Friedman aussi, pour eux, l'État n'a même plus de rôle régalien. C'est-à-dire il a même plus à intervenir, alors pas dans l'éducation, hein, sur le privé, pas dans la santé, mais même pas dans la justice. Hein. Il est pour la privatisation des prisons, des choses comme ça, quoi. Hein. Même pas dans la justice, même pas dans la défense, même pas, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est particulier avec Trump, ce qui arrive. Alors après, comment on peut avoir un mouvement? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je viens là, voilà, pour parler aux gens, mais j'agis à mon petit niveau. Je ne sais pas. Mais il y a on constate quand même qu'il y a de plus en plus de débats. Il faut rester optimiste. Qu'il y a de plus en plus d'expériences qui sont peut-être un peu hors du capitalisme. Je sais pas. Merci. Voilà, j'avais entendu parler, il y a déjà quelques années, des fameux taux d'intérêt avec des taux négatifs et que les banques centrales étaient impliquées là-dedans, etc. Alors, on en a plus parlé après. Je crois que ça avait été annoncé par des économistes du mouvement atterré, là, les économistes atterrés. Voilà. Alors, où ça en est cette histoire? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, quand on parlait de taux d'intérêt, en fait, c'est parce que les taux, on ne parle pas des mêmes taux. Dans les taux, enfin, dans les valeurs économiques, il y a toujours la valeur qu'on nomme, qu'on chiffre, avec laquelle il y a un chiffre, et la valeur réelle. Donc, vous pouvez avoir un taux d'intérêt nominal de 3%, par exemple. Si le taux d'inflation est au-dessus de 3%, ça veut dire que le taux d'intérêt réel est négatif. Et donc, à une période, il y a eu des taux d'intérêt qui étaient plus petits que les taux d'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les taux d'intérêt sont négatifs. Mais il s'agit des taux d'intérêt réels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on disait bah, les États pourraient utiliser cette situation pour s'endetter parce que quand vous avez des taux réels négatifs, votre dette, elle diminue. En fait, l'inflation, ça mine la dette, ça l'use. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous achetez une maison à 100 000 euros hein, et que vous devez la rembourser 1 000 euros par mois, mais si votre salaire, lui, il suit l'inflation, ça veut dire que ces 1 000 euros, ils vont devenir de plus en plus petits proportionnellement. Ils vont perdre de la valeur. C'est pour ça que Strauss-Kahn, il indexe les dettes sur l'inflation, parce que les investisseurs, ils ne veulent pas qu'il y ait de l'inflation. Parce que sinon, ça veut dire que leurs avoirs réels, ils diminuent. C'est ça, cette histoire de taux d'intérêt positif, négatif, tout ça. En fait, les atterrés, ce n'est pas les atterrés qui ont décidé, moi je fais partie des économistes atterrés, qui ont décidé qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs. Simplement, ce qu'ils disaient, c'est qu'il faudrait profiter de cette situation, c'est le moment, là, de faire des grands investissements. Hein. Si on attendait encore pour faire des choses pour l'écologie, c'est le moment. Parce que là, les taux d'intérêt sont négatifs. Donc, autant s'endetter parce qu'on automatiquement, la dette est amenuisée par ces taux d'intérêt négatifs. Bon, on va prendre maintenant une question à distance parmi les gens qui nous suivent en Zoom. Donc, je laisse la technique s'en occuper. Alors, c'est Benjamin. Ouais, Alors, vous m'entendez? Benjamin, posez votre question. Au niveau de la technique, est-ce qu'on m'entend bien?
Oui, Oui. on vous Ok, entend. parfait. Du coup, merci pour déjà merci pour votre exposé, parce que mine de rien, ces données-là, même quand on suit les débats économiques de près dans des médias mainstream, on n'y a pas forcément accès. Euh, et finalement, votre message de fin d'exposé, c'est que au-delà de la technique économique pour comprendre quel objet on a entre les mains, finalement, la question qui se pose, elle est plus d'ordre politique. Et ça m'amène à ma question. Euh, Même en admettant que ces sujets-là soient mis clairement sur la table de manière continue et régulière dans de grands médias mainstream, et qu'on ait moult experts pour venir en parler avec leurs diverses visions idéologiques sur la question. Bon, j'ai quand même un léger doute sur le fait que ça permette de se saisir complètement de la question et du coup d'aller taper sur le point qui semble bloquer de manière très importante, qui est la rediscussion des traités, puisque de fait, enfin, il me semble, hein, alors peut-être que les plus anciens qui nous suivent ici auront la réponse à cette question, mais de mémoire, il n'y a jamais eu de rediscussion post-2005 de ce qu'il y avait dans les traités. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut, en dehors de vraiment, euh, euh, comment dire, s'aborder la table en elle-même de discussion. Est-ce qu'il y a une perspective réformiste pour traiter cette question-là qui peut être efficace, ou bien est-ce que justement tout a été soigneusement ficelé pour que cette question-là, on puisse la comprendre, mais on a une impossibilité effective de remettre de la démocratie là-dedans, et que les peuples puissent avoir leur mot à dire. L'exemple de 2012, il est avec la dette grecque. J'imagine qu'il a laissé beaucoup de traces chez les peuples européens, mais de là à dire que ça ait ouvert une possibilité de rediscussion réelle et de changement de cap économique dans l'Union, j'en suis pas persuadé, mais du coup, d'où la question que je pose. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà une discussion sur les traités, des discussions, il y en a eu, mais véritablement des actions et des discussions un- qui pouvaient avoir des conséquences, disons, sur la réécriture des traités, non, il n'y en a pas eu à ma connaissance. Euh, Cette question-là, ce problème du pouvoir démocratique au sein de l'Europe, c'est un problème qu'il faudrait, je pense, comme ça je me dérobe facilement, plus poser à un juriste. Hein. Quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour revoir la distribution des pouvoirs au sein de l'Union européenne? C'est vrai qu'on peut être assez pessimiste. Je ne sais pas comment on pourrait remettre cela au... Mais je pense quand même qu'il est important que les citoyens se rendent compte que c'est pas que ces questions que les questions économiques en général, ce sont pas des questions techniques auxquelles il n'y a que les économistes qui pourraient répondre. Hein. Bon, la plupart des économistes disent que les citoyens n'ont rien à dire en économie. Hein. Parce que si vous n'avez pas une thèse d'économie, vous n'y comprenez rien, donc vous n'avez pas le droit de parler. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir transmettre quand je fais des conférences comme ça, c'est de montrer que d'une part, n'importe qui peut comprendre l'économie, même si on ne comprend pas la technique précise, on comprend quand même les enjeux. Et l'autre chose, au-delà des marchés financiers, tout ça, c'est de comprendre que l'économie, il faut qu'elle revienne à sa place et qu'elle arrête d'être l'alpha et l'oméga de l'organisation des sociétés. Hein. Que l'économie, c'est un outil,
En fait, le choix politique, il doit être premier. C'est pas le choix économique qui doit être premier, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein. Quand on nous dit on peut pas faire ça à cause de l'économie, c'est pas du tout vrai. Il devrait y avoir d'abord des choix sociaux et des choix politiques, et ensuite l'économie peut intervenir pour donner son avis ou donner des idées, des choses comme ça. Euh, Bon, je ne sais pas du tout. Donc là, je suis partie, mais je ne sais pas si je réponds. Oui, sur la dette grecque, ça n'a pas changé grand-chose. D'ailleurs, la preuve, c'est que Lagarde répond quand les économistes disent, mais on pourrait transformer cette dette qu'on a fait pour le Covid, on pourrait la transformer en dette écologique. Elle répond non, on ne peut pas à cause des traités. Donc, c'est bien que ce qui s'est passé pour la Grèce n'a servi à rien. Mais, enfin, n'a servi à rien. Du moins pour l'instant, n'a pas eu de conséquences. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça parce que ça a quand même marqué les esprits et moi, j'espère qu'un jour, ça sera suffisant pour que il puisse y avoir un débat, qu'il puisse y avoir une discussion là-dessus. Mais c'est vrai qu'en même temps, les institutions intermédiaires, elles ont été complètement anéanties. Alors c'est compliqué. Merci. Moi, c'est une question plus basique. J'aimerais comprendre comment se fait-il, puisque vous nous dites que la France rembourse la dette en 8 ans et demi. Est-ce que c'est uniquement le coût de la dette qui fait qu'il y a un tel cumul et qu'elle continue comme ça à grimper? Et aussi une autre question, comment se fait-il que lorsque l'État a aidé les banques qui n'allaient pas bien à se redresser, comment se fait-il, puisque ce sont les mêmes banques qui achètent de la dette, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une diminution de la dette en contrepartie à ce moment-là? Merci. Oui. Alors, donc, l'État rembourse sa dette, hein, ça c'est clair. Et pourtant, la dette, elle augmente quand même. Et elle augmente notamment parce qu'il y a de moins en moins de recettes. Et ça c'est clair, il y a de moins en moins de recettes. Et donc, forcément, s'il y a moins de recettes, il y a plus de dettes à rembourser. Et parce que les modes de financement qu'on a choisis sont coûteux. Passer par les marchés financiers, c'est coûteux. Voilà, ça, parce que l'idée, en fait, si vous voulez, il y a cette idéologie en économie, chez les économistes dominants, mainstream, hein, enfin, on les appelle comme on veut, parmi lesquels je ne fais pas partie. Il y a cette idée que c'est le marché qui est le mieux, que c'est le marché qui permet la concurrence, de sélectionner les meilleurs, d'aller vers le... Et c'est la même chose pour les marchés financiers. Donc c'est pour ça qu'on va vers les marchés financiers, parce que on suppose que le marché financier, c'est ce qui allouera le mieux les ressources, en quelque sorte, hein. Et on titrise les dettes, etc. Donc non seulement les recettes diminuent, mais en plus on choisit un mode de financement qui est coûteux et un mode de financement qui est incontrôlable en plus, hein. Enfin, incontrôlable. Encore quand on est la France où ça va, mais il y a quand même une soumission, hein. Les marchés négocient, hein, des politiques économiques quand, quand ils prêtent ou quand... voilà. Alors, quand, notamment les agences de notation, quand elles notent. Pourquoi on n'a rien fait quand on a aidé les banques? Ben ça, c'est la bonne question, hein. Il y avait plusieurs politiques, plusieurs syndicalistes qui disaient, ben, puisqu'on refinance les banques, hein, eh bien, on va leur imposer des choses, même leur imposer des règles prudentielles. On aurait pu leur imposer, bon, ben, on vous aide. Alors, vous nous prêtez à 30%, enfin, voire à zéro. Enfin, on, on aurait pu mettre toute une série de règles et les États ne l'ont pas fait parce que les États restent encore dans cette idéologie extrêmement prégnante de l'économie libérale, néolibérale, qui est de dire il faut passer par les marchés et c'est les marchés qui décident. C'est ça le problème. Et on est encore dans cette... Mais moi, je ne perds pas espoir parce que, par exemple, comment on en est arrivé là? Si on regarde comment on en est arrivé là, quand je regarde la situation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est dans des économies planifiées, hein, que ce soit
en Europe ou aux États-Unis. On est dans des économies planifiées et il y a des économistes qui commencent à créer des associations, hein, comme l'association du Mont Pèlerin ou des choses comme ça, en disant, nous, on veut diffuser le libéralisme économique dans le monde. On leur disait à l'époque que c'était des fous, qu'ils n'y arriveraient jamais. Mais on voit qu'ils y sont extrêmement bien arrivés. Alors, peut-être que ça peut aussi aller dans l'autre sens. À force d'avoir des discussions sur une autre façon de faire de l'économie, à force de dire que l'économie, c'est pas la première chose à regarder dans une société. On ne dirige pas une économie en fonction d'une société, pardon, c'est l'inverse. On ne dirige pas une société en fonction de l'économie et en fonction d'une économie marchande, mais en fonction de politiques légitimées par les citoyens. C'est quand même, c'est-à-dire voter démocratiquement. À force de faire des conférences d'économie où on dit le marché, c'est pas ce qui fonctionne le mieux pour les retraites, c'est pas ce qui fonctionne le mieux pour la santé, c'est pas ce qui fonctionne le mieux pour l'éducation, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, etc., etc. Voire pour imaginer la sécurité alimentaire, etc., hein. Des choses comme ça. À force de faire ça, on se sent impuissant, mais moi je me dis, j'espère qu'on est autant impuissant que ceux qui étaient en 47 des économistes libéraux et qui étaient impuissants à l'époque. Bon, ils sont rapidement arrivés à avoir du pouvoir, mais pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas aller dans un autre sens? Merci. Oui, donc étant donné que tout est bien verrouillé et que bon, on peut imaginer que la situation va continuer à s'aggraver, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il peut pas être, est-ce qu'on peut pas arriver à en souhaiter que peut-être sous pression populaire, il y a une coalition de pays qui sortent de ces règles européennes et qui recréent un système économique voilà, adéquat, puisque là on est dans une prison finalement, on peut rien faire. Oui, 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 bien sûr, on peut imaginer plein de choses, hein. C'est vrai, on peut imaginer une coalition de pays. En fait, enfin, pour moi, c'est très difficile de savoir ce qui pourrait se passer et de cet ordre-là. J'ai du mal à essayer d'imaginer des futurs, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas une coalition de pays? Pourquoi pas, je sais pas, une coalition voire de députés au sein du Parlement européen? C'est pas- c'est vrai. Il y a un bruit bizarre là. Et je vais faire passer le micro. Moi, j'avais une remarque à faire quand même. J'ai écouté l'autre soir, comme je suppose pas mal de gens ici, l'allocution de notre président qui a, euh, qui nous a dit que la sécurité de la France, de l'Europe et du monde était menacée, etc., qui a fait un discours un peu churchillien, qui aurait du sang et des larmes, qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts, etc. Bon, il était plus ou moins convaincant peut-être. Moi, je trouvais qu'il était assez convaincant jusqu'au moment où il a dit on va faire des efforts, c'est sûr, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors moi, je me suis dit voilà la limite. Euh, il faut pas d'impôts, donc éventuellement les Russes débarqueront sur la place de la Concorde, mais on n'aura pas touché les impôts, on n'aura pas augmenté les impôts, donc on pourrait être fier de nous, hein. Il y a une théorisation de l'impôt et du fait qu'il faut surtout pas augmenter les impôts, et dont on pourrait penser qu'elle date maintenant, que c'était une position qui était peut-être acceptée il y a une vingtaine d'années, dans les grandes années du néolibéralisme, mais c'est une position qui est encore toujours très, très, très forte dans la pensée française, dans les journalistes, par exemple, économiques qu'on voit sur les chaînes de télé. Et moi, je pense que c'est là qu'il y aurait quelque chose à faire. Tant que ces gens-là continueront à brandir le néolibéralisme, alors que c'est une théorie économique dont tout le monde dit maintenant qu'elle commence à perdre de son aura, mais en France, on continue quand même à en faire l'alpha et l'oméga, et toute personne qui présente des propositions qui vont à l'encontre de ça se fait mettre plus bas que terre sur les plateaux de télévision.
moi, enfin, toutes les semaines, on peut accéder à ce genre de spectacle, quoi, hein. Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas justement réhabilité l'impôt, et le service public, etc., il y aura des soucis à se faire, me semble-t-il. Oui, mais il suffit de regarder à qui appartiennent les médias. Et bien, c'est tout. Il suffit... Quand on voit à qui appartiennent les médias, d'ailleurs, le monde diplomatique a fait une carte où il y a toutes les appartenances des médias et qui est accessible, hein, qu'ils ont mis en accès. Quand on voit à qui appartiennent les médias, on sait pertinemment le discours qui va être tenu. C'est assez clair. Et quand Macron dit on va faire des efforts mais on n'augmentera pas d'impôts, ça veut dire quand même on va baisser les services publics, on va baisser les aides pour les chômeurs. On a commencé, on va continuer. Moi, je ne serais pas étonnée qu'ils nous annoncent 1 an de plus avant de partir à la retraite, ou 2 ou 3. Chaque fois que je m'approche, ça recule. De toute façon, en fait, on ne va pas augmenter les impôts, mais on va diminuer le patrimoine des gens, hein. Ça, il faut bien comprendre que le service public, ça appartient aux individus et que le diminuer, c'est diminuer l'apport, la richesse des individus. C'est ça le problème, hein. Et voilà. Et pour les médias, bon, la réponse, voilà. Quand on sait à qui ils appartiennent, on sait ce qu'ils vont dire, hein. C'est assez clair, hein. Et c'est toujours, et cette pensée néolibérale, elle est quand même, moi, je trouve extrêmement présente encore. Les services publics, sur la 5, par exemple, on a droit aux mêmes journalistes. C'est vrai. C'est vrai que moi, je suis assez déçue des médias services publics. J'en écoute de moins en moins. Enfin, j'en ai, disons, je limite, moi. Bon, il y a France Culture encore qui tient un peu. Où il y a du débat, mais les autres, c'est un peu limité, oui. Quand on voit 2 jours après l'allocution de Macron, 2 ou 3 jours après, je ne sais plus, il y avait le téléphone sonne sur France Inter. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Je me suis dit, mais voilà, ils servent la soupe. Mm. Bravo pour votre intervention. Alors, je voudrais préciser que un des principes de base donc, de l'économie, comme on pourrait appeler moderne, c'est privatiser les bénéfices, socialiser les coûts. D'autre part, je dirais que ce qui semble nous choquer, c'est que ça donne l'impression qu'on revient, je dirais, à l'ordre naturel des choses, mais justement, ça n'a rien de choquant, puisque c'est l'ordre naturel des choses. C'est qu'il y a les seigneurs, il y a les serfs. Oui, c'est vrai qu'on est dans un système assez féodal, hein. Il y a des seigneurs qui ne payent pas d'impôts. Il y a des grandes entreprises qui payent. Les grandes entreprises, elles payent des impôts de l'ordre de 3% à peu près, hein, grâce à l'optimisation fiscale, alors que les petites payent beaucoup plus, hein, ou les artisans, enfin les. Donc oui, c'est un système qui se rapproche d'un système féodal. Ouais. Alors justement, j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps un truc, c'est que sur l'intérêt des cadeaux fiscaux que l'on fait en haut. Mais c'est qu'à l'origine, c'était fait pour que ceux qui ont des sous puissent investir dans les entreprises. Maintenant, c'est clair que c'est plus le cas. Non, parce qu'en plus, il y a un ouvrage aussi qui est sorti il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, je dirais, de 3 jeunes économistes parisiens, qui s'appelle L'entreprise liquidée. Et il montre dans cet ouvrage qu'en fait, l'entreprise est devenue un produit liquide qu'on achète et qu'on vend sur les marchés boursiers. Et qu'on ne va plus donc investir dans une entreprise parce qu'on avait envie de participer au projet collectif de production, mais on va simplement mettre son argent là parce que c'est là que ça va rapporter et le revendre au bon moment, si possible avec ce qu'on appelle en économie un effet de levier, hein, donc en empruntant bon, etc. En fait, c'est devenu des objets purement spéculatifs. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que la spéculation a pris une place vraiment extrêmement importante, trop importante dans le fonctionnement de l'économie, qu'elle écrase tout. Parce que quand vous avez, par exemple, 98% des transactions économiques qui sont des transactions financières, je prends juste un exemple. Ça veut dire que les prix se fixent où? Ils se fixent là où il y a le plus de transactions, par exemple les taux de change et des choses comme ça. Or, donc ça se fixe, ce sont des prix qui se fixent dans une zone financière,
mais qui ont un impact sur la sphère réelle, sur la sphère des biens et des services. Donc, vous voyez, quel que soit le point qu'on prend, on voit le poids de cette finance qui va écraser le fonctionnement du reste de l'économie. Ouais, pour préciser ce que vous venez de dire dans le même sens, regardez les exemples récents qui ont été donnés dans la presse, je pense au journal Le Monde, sur une entreprise américaine et une entreprise française qui se sont financiarisées au point qu'on ne les reconnaît plus et avec des risques considérables. Pensez à Boeing, par exemple, qui n'a pas hésité à favoriser les financiers au détriment de la sécurité des avions. Je veux dire, mais le minimum, vous vous rendez compte que des fenêtres sautaient des avions et que les dirigeants de Boeing ont accepté ça. C'est parce que la finance était beaucoup plus forte. Deuxième exemple, qui est d'un autre ordre, c'est l'entreprise qui en France était remarquable du point de vue de sa gestion, c'était Michelin, qui à Clermont-Ferrand, je veux dire, était très importante et je veux dire, était un exemple d'entreprise à la fois paternaliste mais aussi très sociale. Or, aujourd'hui, vous avez vu comment Michelin délocalise massivement et comment il est en train de supprimer ses emplois à Clermont-Ferrand. Et quand on se rend compte pourquoi, eh bien, on regarde la composition du capital. Vous savez combien la famille Michelin procède aujourd'hui par rapport au capital total de l'entreprise? 4,5%. Hein? Alors qu'il y a des gros financiers américains qui sont à 5, 6, etc. Et c'est eux qui dirigent l'entreprise. Hein? Et c'est pour ça que, par exemple, Michelin, la direction ne trouve pas d'intérêt particulier à faire en sorte que Michelin reste en France, surtout que la main-d'œuvre est très chère, même si Michelin s'est spécialisé dans la fabrication de pneus de très haute qualité, parce que les pneus chinois étaient tellement peu chers que Michelin ne pouvait plus continuer à fabriquer ces pneus sérieux, mais plus chers. Hein? Bon, je termine là-dessus par rapport à votre exemple. Mais vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui, oui, je suis d'accord. D'accord, Oui. bon. Je peux même en rajouter, si vous voulez. Non, comment? Je peux même en rajouter un peu. Oui, d'accord. Non, mais vous pouvez répondre si vous voulez, non? Non. Non, mais finissez, je réponds après. Bon, non, maintenant, alors ce que je voulais dire, je vais parler en historien contemporain, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a du mal aujourd'hui à répondre d'une manière sérieuse en tant que citoyen, qui sont manifestement de plus en plus méprisés, voire exploités, à répliquer, et ça au niveau mondial, mais y compris en Occident. Je regarde l'histoire contemporaine pour expliquer comment, dans certaines périodes, le peuple a pu s'exprimer. Regardez ce qui se passe, par exemple. Oui, je vais. Non, mais je vais. C'est pour expliquer parce que elle est pas historienne de formation et chacun a son point de vue. Et j'ai admiré le vôtre. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est que regardez, par exemple, comment, à partir de la crise de 1929, provoquée par une spéculation abusive aux États-Unis, qui a mis vraiment à plat toute l'économie américaine, au point qu'en 1933, il y avait 14 millions de chômeurs aujourd'hui qui n'avaient pas d'assurance chômage. Hein. Vous imaginez ce que ça veut dire? Bon. Et puis comme la crise s'est développée dans le reste du monde, parce que les États-Unis avaient investi, notamment en Allemagne, où il y a eu 6 millions de chômeurs, qui a provoqué en partie l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est pas rien quand même. Et nous, en France, on avait 2,5 millions de chômeurs, ce qui n'est pas rien. Bon, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est que ces crises financières et économiques ont provoqué un discrédit considérable dans la société de la part de la grande bourgeoisie qui possédait ça et qui a joué avec l'argent d'une manière insensée. Résultat, eh bien, par exemple, aux États-Unis, ça donnait à la place des républicains qui dominaient depuis 10-15 ans, eh bien, ça donnait comme président Franklin Delano Roosevelt, qui, le premier, a été un démocrate extrêmement conséquent, qui a réussi notamment à encourager les syndicats à se développer contre l'avis des patrons, mais les patrons étaient complètement dévalorisés à ce moment-là. Ils n'avaient plus grand-chose à dire parce qu'ils n'étaient plus crédibles dans la société. Hein?
Et je pourrais vous dire la même chose sur le Front populaire, hein, mais je ne veux pas développer plus. Mais dans ce qui compte, c'est les rapports de force sociaux. Non, mais c'est les rapports de force sociaux qu'il faut compter quand le peuple est organisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, oui, on peut, par rapport à ces rapports de pouvoir et ces rapports sociaux, c'est vrai aussi qu'au sortir de la guerre de 1945, c'est parce que les patrons étaient complètement décrédibilisés. Ils avaient quasiment tous, je parle des grands patrons, hein, on t'entend bien, ils avaient quasiment tous collaboré que les syndicats ont pu mettre en place la sécurité sociale avec la retraite et la maladie. Mais il n'y avait pas d'économistes là, hein. Si on avait demandé à des économistes, je ne sais pas, ça c'est un choix de société d'abord. Et c'est pas un choix d'économiste. Et quand il y a quelque chose, quand vous disiez sur Michelin, sur les actionnaires, ce qui se passe quand on change de capitalisme, quand on passe dans du capitalisme financiarisé, c'est qu'on va supposer quelque chose qui est absolument faux en droit, c'est qu'on va supposer que ce sont les actionnaires les propriétaires de l'entreprise. Or, en droit, une entreprise, c'est une société commerciale, c'est une personne morale et donc personne ne peut être propriétaire. Et là, c'est aussi, on considère que les actionnaires sont propriétaires et on va mettre en place des règles qui vont faire qu'ils vont obtenir le pouvoir. Là, il y a eu, en 2019, il y a eu la loi Pacte, mais pendant 5, 6 ans avant, il y a eu une grande réflexion d'économistes qui se sont posés sur cette question du pouvoir au sein des entreprises, qui avaient proposé des choses extrêmement intéressantes. D'ailleurs, sur ce point, pour rééquilibrer les pouvoirs, parce qu'une entreprise, c'est un collectif de production, hein. C'est un ensemble qui doit produire, c'est pas quelque chose qui est détenu par des actionnaires. Bon, malheureusement, ça a été complètement détricoté dans la loi Pacte de 2019, hein, ça n'a pas été repris, mais il y a un enjeu fondamental avec l'entreprise parce que si on arrive à rééquilibrer les pouvoirs, notamment en faisant des constructions juridiques qui permettent aux travailleurs à ceux qui possèdent le travail, d'avoir autant de pouvoir que ceux qui possèdent le capital, ce qui serait normal parce que sans capital, il n'y a pas d'entreprise, mais sans travail, il n'y a pas d'entreprise non plus, hein. Donc, réfléchir à ça, remettre des chefs d'entreprise comme des chefs d'orchestre et pas des gens qui sont mandatés par des actionnaires, parce en réalité, c'est comme ça que l'entreprise est organisée aujourd'hui. Si ces rééquilibrages sont faits, il y a eu un rapport d'un économiste, d'un juriste français à l'Organisation internationale du travail en 2018 qui propose ce genre de choses. Donc, il y a quand même une réflexion qui est faite. Si ça se fait, si un jour on y arrive, c'est quand même un talon d'Achille du capitalisme, hein. Si on arrive à rééquilibrer les pouvoirs dans l'entreprise, c'est quand même, je pense qu'on peut, me semble, toucher fortement le fonctionnement du capitalisme tel qu'il est. Oui. D'abord, merci pour cette conférence effectivement extrêmement intéressante et pour le débat extrêmement intéressant. Moi, je voudrais juste terminer par une petite ce qu'on appelle un signal faible là, positif. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Le Grand Mythe, comment les industriels nous ont appris à détester l'État et à vénérer le libre marché. Donc, c'est Naomi Oreskes et Eric Conway qui sortent ce bouquin. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est les deux mêmes auteurs qui ont sorti il y a à peu près une vingtaine d'années un bouquin sur les marchands du doute, qui a eu une influence assez importante sur les climato-sceptiques en particulier, puisqu'il parlait beaucoup des cigarettiers, hein, qui étaient à l'origine de nombreuses fake news, hein, sur les bienfaits des cigarettes en particulier. Bon, il n'y avait pas que ça, hein. Voilà. Et donc là, clairement, dans ce bouquin, effectivement, il considère bien que le marché parfait, cette théorie est plus une théorie, c'est plus une religion, une idéologie qu'autre chose. Et il le démontre. Alors, c'est 700 pages, hein, certes, donc c'est un petit peu lourd, mais bon, voilà. Mais c'est sorti l'an dernier, et donc en anglais et en français. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup de travaux de Bruno Latour aussi sur ce qu'il appelle les forces obscurcissantes. C'est-à-dire toutes ces forces qui veulent présenter des choses fausses comme des réalités. Oui. Moi, j'avais une question sur le. Enfin, j'ai deux questions. Une qui concerne le graphique que vous avez montré, que tu as montré tout à l'heure,
des agences de notation dont tu disais qu'il était sorti en 2010, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que, 15 ans après, est-ce que leurs prévisions se sont avérées justes ou est-ce que ils se sont complètement plantés? Puis il y a une deuxième question. Il y a une notion dont tu n'as pas parlé et dont on entend pourtant beaucoup parler dans les médias, etc. C'est les prélèvements sociaux, les prélèvements obligatoires, pardon. Donc la France serait une championne des prélèvements obligatoires et ce serait à l'origine de sa dette. Alors, est-ce que tu peux en dire deux mots? Et est-ce que, par exemple, euh, euh, moi qui suis retraité, je reçois une retraite, donc je paye des impôts, mais je n'ai pas un prélèvement obligatoire, j'ai une recette obligatoire. Euh, si on parle des prélèvements, il faudrait euh, 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 mettre dans la balance à quoi servent les prélèvements, parce que si je fais un prélèvement pour le redistribuer, c'est pas un prélèvement, c'est une redistribution. Prélèvement, c'est je prends et je mets dans la caisse de l'État, point final. Et, Oui. et en fait, on mélange des notions qui n'ont rien à voir, quoi. Me Oui, on semble-t-il. mélange des notions qui n'ont rien à voir. Donc, comme tu viens de le dire, hein, donc voilà, comme tu viens de le dire, les prélèvements sociaux, c'est pas que des prélèvements, ça dépend comment on compte. Hein, torturez bien les chiffres, vous leur ferez dire ce que vous voudrez. J'ai envie de dire ça. Et puis, quand on dit qu'on est les champions des prélèvements sociaux, ça dépend, oui, comment on compte. Si on compte tout ce dont on profite, on n'est absolument pas les champions. Hein, si on compte en net, voilà, on n'est absolument pas les champions. Mais ça fait partie toujours du même discours. Voilà, c'est toujours la même chose. Euh, on est, je sais pas, quand on veut, ce qui se produit, c'est qu'on va dire des choses, même des choses fausses, avec un tel aplomb qu'on essaye de le faire passer comme des vérités. Comme quand on dit on ne travaille pas assez, mais c'est pas vrai. Ça n'a jamais été. Comme quand on dit on travaille moins, c'est pas vrai non plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas vraies. Comme quand on dit on a l'âge de la retraite le plus jeune, mais non. Ah non, non, je suis désolée. Ça dépend si on compte l'âge pivot, l'âge taux plein, l'âge. Alors en fait, on compare des choses qui sont pas comparables, quoi. Et alors là, c'est extrêmement facile. Quant aux prévisions des agences de notation, de toute façon, elles se plantent tout le temps. Alors non, elles avaient noté triple A les subprimes, donc les taux hypothécaires à haut risque des États-Unis un mois avant l'explosion de la bulle. Hein. Donc de toute façon, c'est normal qu'elles se trompent parce qu'elles notent des choses qu'elles ne peuvent pas noter. Hein. Parce que noter un titre financier, c'est pas possible de toute façon parce que c'est un risque systémique. Et c'est un risque systémique tellement complexe que on ne peut pas noter. Or, elles notent. Elles donnent quand même une note, mais en même temps, elles sont payées par ceux qui notent. Hein. Donc, de ce qu'elles notent. Pardon. Elles sont payées par les banques, hein, qui elles-mêmes mettent des titres financiers. Donc, bon, alors on ne peut pas évaluer un risque systémique et je suis payé par celui que je note. Bon, voilà, on sait très bien qu'elle se trompe. Mais pourtant, on suit quand même, les marchés vont suivre ces notes pour acheter, pour vendre, etc. Mais après, on sait très bien on voit bien avec toutes les crises qu'il y a que ça ne fonctionne pas bien. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette pression permanente hein, sur la France, son système de retraite, son système de santé, etc., qu'il faut privatiser. Parce que si on les privatise, ça tombe dans le champ du marché financier. Un fonds de pension, c'est un acteur financier. Hein, voilà. Mais, alors, moi, ce qui je trouve impressionnant dans ce truc-là, c'est que les retraites, elles ont été créées pour supprimer du risque. Parce qu'on s'est dit, bon, quand on arrive à un certain âge, c'est peut-être normal de plus vivre, de pouvoir continuer à vivre sans se demander si je vais manger demain. C'est ça, l'esprit des retraites au départ. De même que la sécurité sociale, c'est de supprimer un risque. Et mettre sur les marchés financiers, c'est mettre du risque. Donc c'est là aussi un peu aberrant. Parce que si vous avez votre retraite sur un marché par capitalisation uniquement, on le voit aux États-Unis, enfin on le voit, ça veut dire que votre retraite, elle est risquée. Vous pouvez ne plus en avoir. Hein. On l'a vu par exemple en 2009 quand il y a eu British Petroleum qui fait une marée noire dans le golfe du Mexique. Les fonds de pension anglais, des retraités anglais, sont sur British Petroleum, les fonds de pension chutent. Les retraites des citoyens anglais chutent. Enfin, c'est quand même quelque chose d'aberrant, cette histoire-là. Et pourtant, on nous dit et on nous serine,
il faut absolument que les Français aillent plus vers les marchés financiers, c'est pour ça qu'on supprime les impôts pour les avoirs financiers, etc. Alors que c'est quelque chose qui est complètement risqué. Oui, c'est d'ailleurs bizarre que si on revient à la retraite par capitalisation, on en entend parler de plus en plus en ce moment, alors que ce n'est au programme d'aucun parti politique. Même les Républicains n'ont jamais dit qu'ils voulaient revenir à la retraite par capitalisation, mais c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et dès que vous avez un économiste sur un plateau maintenant, la retraite par capitalisation arrive sur le devant, quoi. Oui. Alors d'où ça vient, ça? Qui c'est qui pilote ce truc? D'abord, je ne sais pas si ça n'est pas dans aucun parti, dans aucun programme de parti. Ça, j'en suis pas complètement sûre parce qu'il y a quand même des partis qui aimeraient bien que la retraite par répartition soit au strict minimum, voire supprimée. Et notamment le parti qui est au pouvoir en ce moment. Donc, je ne suis pas sûre que ça ne fasse pas partie des programmes des partis. Et ensuite, c'est quand même cette volonté, toujours, qu'il y a de développer les marchés financiers parce que le marché est censé être le plus efficace. Même si on a des chiffres où on montre qu'une retraite par capitalisation, c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus cher pour tout le monde, pour tous les citoyens, etc. Même s'il y a des chiffres à l'appui, c'est une religion, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. C'est une religion, voilà. C'est une religion et on y croit. Voilà, c'est une religion. C'est Bon, ben, je crois que oui, hein, je commence à on a fatiguer. passé bien du temps. Donc, encore un grand merci, c'était vraiment passionnant.